Bonsoir, bienvenue dans Storian Austral. Bonsoir Antoine-Marie Gradian. Bonsoir. Vous êtes de retour parmi nous depuis... Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu. Eh oui. Presque un an. Alors là, on va changer évidemment de personnalité puisqu'on va retracer avec vous une autre grande personnalité corse, un autre grand homme, si on peut dire. On va parler de Sampiero Curzi. En avant pour Sampiero, allez. Voilà, bon, enfin, on retourne en arrière aussi dans le temps. Oui, mais c'est un des personnages, si vous voulez, clés. Lorsqu'on a des représentations de la Corse, la plupart du temps, les représentations de la Corse, en général, on en présente trois, qui sont Napoléon, Paul et Sampiero. Et puis, à la fin du 19e, on avait rajouté Chamboukouch, dont on ne savait à peu près absolument pas à quoi il ressemblait. Cela étant, Sampiero, on ne savait pas vraiment, franchement, à quoi il ressemblait. Mais il y a une image d'Épinal quand même autour de Sampiero. Il y a beaucoup de mythes, de légendes. Le beau barbu. Voilà. Mm-hmm. Le problème du beau barbu qui est représenté, y compris sur la célèbre statue qui se trouve sur la place de Bastilica, c'est que vraisemblablement, ça ne ressemble pas du tout à Sampiero. Sampiero est donné dans un des documents que j'ai rencontré, une des seules descriptions physiques de Sampiero, comme étant quelqu'un de très grand, avec les yeux assez proches l'un de l'autre. Donc ça n'est pas franchement le personnage, ni vraisemblablement très avantageux. Il devait faire relativement peur. Voilà, c'est un personnage, oui, c'est un personnage qui ne devait pas, si vous voulez, c'est pas le bon gros l'image de Paul, etc. C'est véritablement... Image aussi contestée, on l'a vu. Image contestée, mais voilà, pour lesquelles on a quand même des images, des reproductions assez fidèles, alors que pour Sampiero, rien du tout. Est-ce que c'était vrai aussi, puisque là on parle du physique, après on rentrera évidemment dans son enfance, etc., qu'il était couvert de cicatrices Alors, des cicatrices, obligatoirement, il en a eu. J'ai même découvert récemment, et c'est assez amusant, qu'il y avait un épisode, on ne savait pas trop dans les années 1540-1541 ce qui s'était passé. La raison pour laquelle il était venu en Corse, il était reparti, mais il y avait un décalage entre la date de son arrivée et la date de son départ. Et en fait, je suis tombé sur un document. Il a été pris par les Turcs, blessé par une flèche. Oui, les cicatrices, il devait en avoir quelques-unes, d'autant qu'il a quand même participé à toute une série de combats où on ne se faisait pas de cadeaux. Donc, c'était vraisemblablement quelqu'un, effectivement, avec relativement beaucoup de cicatrices. Comment elle est finalement cette image de lui, cette image de barbu, cette représentation aussi que l'on voit à Bastilica, comment elle a traversé les siècles, comment elle s'est construite cette image de lui, cette image physique? En fait, dans la réalité, il semble que ce soit une vision du 19e siècle. Le 19e siècle fabrique comme ça toute une série d'images, de belles images, des gens avec un physique, et vraisemblablement barbu. Là, l'essentiel des Corses du temps était barbu. C'est pas une particularité qu'aurait eu le Sampiero. Pratiquement, lorsqu'on voit, notamment lors d'assassinats où on a la description des corps, la plupart des corps des gens assassinés, ce sont des barbus. Alors, plus ou moins, la barbe est plus ou moins taillée suivant les cas. Mais on voit qu'il y a véritablement un très grand nombre de barbus. Et donc, l'imaginer barbu ne paraît pas invraisemblable. Oui, un contresens. D'autant que, pour les gens du temps, lorsque la personne est donnée imberbe, ça veut dire qu'il est très jeune. La description, c'est ça. À partir du moment où il est en âge de pouvoir porter la barbe, il porte la barbe. Donc l'essentiel, effectivement, vraisemblablement des Corses du temps, les Corses du temps sont barbus, ils ne sont pas imberbes. Bon, on imagine que son image au 19e siècle a été magnifiée, a été oui, on lui a donné un physique assez sympathique. On a essayé de faire ressortir un personnage. Voilà, et c'est cette image-là qui a été reproduite à de nombreuses reprises, y compris avec dans des conditions qui me paraissent être du domaine du contresens absolu. C'est la fameuse plaque qui se trouve à l'entrée de Bastia, ici, Sampiero, pour la première fois, fille de la Corse, une terre française.
ce qui est totalement aberrant. Il vient certes avec la troupe française, mais avec les Turcs. Donc pourquoi n'avons-nous pas mis la plaque qui aurait dû être ici, Sampiero file pour la première fois de la Corse un royaume franco-turc, ou une représentation d'une alliance franco-turque. On est dans les constructions du 19e siècle, qui sont des constructions pour l'essentiel nationalistes au sens où on l'entend à cette époque-là, et où évidemment le nationalisme français a des représentations. Sampiero, c'est effectivement pour beaucoup la représentation d'un soldat français. Merci Antoine-Marie, on se retrouve demain finalement pour découvrir ce personnage, on peut le dire, qui est quand même très méconnu par rapport à des personnages comme Paoli ou Napoléon. C'est quand même, on a beaucoup finalement de mythes en tête, et avec vous pendant en tout cas le temps où vous allez être en notre compagnie, c'est véritablement contre ces mythes qu'on va essayer finalement d'avancer et de travailler. Merci, à demain, au revoir. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Histoire de la Corse et des Corses avec Lisa Doraggio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale. Nous sommes en compagnie d'Antoine-Marie Gradiane. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors, on a évidemment parlé hier du physique de Sampiero, mais bon, on va aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, on va parler de l'histoire, et puis on va faire suivre le fil de cette histoire de manière chronologique, puisqu'on va parler tout d'abord de cette Corse qui voit naître Sampiero. Alors, c'est une Corse assez particulière. Elle est passée à l'office de Saint-Georges en 1453. Pour un temps relativement court, puisque au bout de 11 ans, Gênes étant passé sous les Milanais, la Corse a été milanaise. Elle va le rester 18 ans, avec toute une série d'éléments. Alors sur la Corse milanaise, je ne m'étendrai pas, mais c'est pourtant quelque chose de relativement intéressant, parce que c'est une époque où on commence à réfléchir la Corse. Les Milanais s'en préoccupent beaucoup, notamment l'année 1464, qui est l'année de leur arrivée, donc ils se préoccupent de ça. Et évidemment, l'office de Saint-Georges va s'en préoccuper aussi au moment de sa récupération en 1482, parce que elle va avoir un adversaire important qui va être le modèle de Sampiero, c'est Giampaolo de Lecca, le comte Giampaolo de Lecca. Et le comte, contre le comte, elle va mener d'abord 2 guerres qui vont encadrer les 3 guerres de Sampiero. Les 2 premières, puis la 3e, encadrent en fait dans la réalité la naissance de Sampiero. Donc une première guerre en 1487, une seconde en 1488-1489, et puis le comte est obligé de quitter la Corse et de se réfugier en Sardaigne. À partir de ce moment-là, les années 1491-1492, l'office de Saint-Georges dit maintenant que nous sommes débarrassés du comte, que nous n'avons plus d'adversaires officiels, puisque les 2 autres grands féodaux du Sud sont dans notre camp, Rinuccio della Rocca et Alphonse d'Ornane. On peut mettre les choses en place. Et à partir de 1491, l'Office décide vraiment une espèce de grande construction concernant la Corse. Alors ça, c'est important de comprendre que là, on rentre dans une seconde période de l'Office de Saint-Georges où ils mettent les choses en place et où, d'une certaine façon, le grand historien de la Corse qui suivra, mais qui écrit sur cette période-là, qui est Marc-Antonio Ceccaldi, nous décrit en fait une Corse où les Corses et les Génois vont être amenés à collaborer, et où il va y avoir en fait une espèce de gouvernement commun, un gouvernement avec évidemment Gênes qui va être à la tête du gouvernement, enfin vraiment qui va gérer les choses, et puis localement ce sont des Corses
Marc-Antonio Ceccaldi, qui est totalement dans cette construction-là, évidemment, pour lui, c'est très bien que les Corses collaborent avec Gênes. On est finalement dans une période assez pacifiée. Voilà, ça va durer jusqu'aux années 1520. Jusqu'aux années 1520, à partir des années 1520, là, on a une mutation. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que Marc-Antonio Ceccaldi, qui est très très favorable à l'office de Saint-Georges, première mouture, c'est-à-dire les années 1490, ce qu'il écrit à ce moment-là, c'est vraiment c'est idyllique. Quand il y a cette volonté de construction. Voilà, en fait. les Génois ont partagé les pouvoirs. Ils ont dit qu'en fait, on était obligé de passer par les nobles 12. Les nobles 12, c'est les représentants de la Haute-Corse, entre nous soit dit, parce que les représentants de la Corse du Sud, il n'y en a pas. Représentants de la Haute-Corse qui sont censés représenter l'intégralité de la population de la Corse. Et en s'appuyant là-dessus, les syndicateurs, etc., il y a tous les éléments, tous les ingrédients, en fait, d'une certaine façon, pour une espèce de co-gestion de l'île. Sampiero, né lui en 1498 ou à peu près, on est dans cette chose-là, et donc on est véritablement dans cet office bienveillant. À partir des années 1520, les choses vont muter. On va commencer à voir apparaître à ce moment-là, d'abord il y a la montée en puissance des Turcs, mais j'y reviendrai. C'est totalement, on est totalement dans cette configuration-là des descentes turques à partir des années 1520. Donc par rapport à ça, comment on est obligé de gérer, on gère totalement différemment, et où on va progressivement rapatrier tout ce qui était du domaine du local, notamment la justice, qui était pour l'essentiel à l'intérieur des pièves. On va ramener ça dans les villes littorales, et à partir de ce moment-là, le discours de Marc-Antonio Ceccaldi, qu'il place à la veille de 1553, c'est-à-dire à la veille de l'arrivée des Franco-Turcs, eh bien, c'est un discours qui est relativement défavorable. C'est-à-dire qu'on va passer du très favorable au défavorable en quelques pages. On va passer des années 1490, où il est très favorable, aux années, disons, 1530, 1550, où effectivement, il y a un changement politique majeur pour la Corse. Mais ça, j'imagine qu'on y reviendra de toute façon en déroulant le fil finalement de cette destinée qui est celle de Sampiero Corse. On se donne rendez-vous demain en tout cas. À bientôt. Merci, au revoir. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisado Radio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonsoir, bienvenue pour cette 3e émission de la semaine en compagnie d'Antoine-Marie Graziane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis le début de la semaine, nous avons commencé à évoquer le destin de Sampiero Corse, puisque pendant quelque temps, nous allons nous attarder sur ce personnage. Et puis, hier, nous avons explicité un petit peu le contexte cette Corse qui voit naître Sampiero. On va parler aujourd'hui, évidemment, de sa naissance et de la famille dont il est issu. Alors, on s'est longtemps posé des questions concernant la Sampiero, parce que on avait un document qui était le document qu'Alphonse d'Ornano a présenté. Il a fallu qu'il le présente. Alphonse d'Ornano, quand même, le fils de Sampiero, a quand même été maréchal de France, et il a eu le cordon du Saint-Esprit. Et pour obtenir ce prestigieux cordon, eh bien, il a fallu qu'il présente des documents pour montrer, évidemment, son importance. En souvenant qu'il se fait appeler le maréchal Alphonse d'Ornano, donc d'Ornano étant le nom de sa mère. Oui. Bon, donc, qu'est-ce qu'il nous a présenté ? Il a présenté des documents qui montraient, en fait, un Sampiero assez éloigné de la manière dont, notamment, Ceccaldi parle de lui, puisque dans la version qui a été publiée de Filippini, il récupère le texte de Ceccaldi, mais il enlève tous les morceaux qui concernent Sampiero, pour une bonne et simple raison, c'est que Ceccaldi dit qu'il est d'extraction plébéienne.
Bon, donc ça ne correspond pas, ça ne convient pas du tout à Filippini, parce que Filippini publie son texte, il faut le savoir, avec l'argent du maréchal d'Ornano. Donc ça va être quand même relativement délicat, si vous voulez, à venir vendre. Le maréchal d'Ornano, donnant donc l'argent pour la publication, Filippini a sorti Sampiero de cette vision plébéienne. Alors, la vision plébéienne, la documentation que j'ai rencontrée, et notamment un document assez particulier que j'ai trouvé au musée au Correr à Venise, dans un fond assez étonnant où on a beaucoup de choses concernant les Ornano, d'ailleurs. Montre qu'en fait, le père de Sampiero est un personnage vraisemblablement de ce qu'on pourrait appeler, pas la middle class, mais pas loin. Un gros paysan, peut-être. Un paysan enrichi, enrichi et qui, surtout, est un homme de confiance, vraisemblablement des seigneurs. Les seigneurs ont une particularité sur Bastelica, c'est que Bastelica est un endroit où vous avez à la fois une partie de la communauté qui dépend des seigneurs et une partie qui ne dépend pas des seigneurs, ce qui entraînera d'ailleurs le conflit de 1615. Donc, effectivement, là, le père de Sampiero apparaît dans les suites de l'assassinat d'Alphonse d'Ornano et de la gestion par l'office de Saint-Georges de l'assassinat d'Alphonse d'Ornano, plus ou moins l'assassinat plus ou moins réalisé à la demande de Rinuccio della Rocca, parce qu'il y a un conflit entre les deux hommes. Et le père de Sampiero Guglielmo apparaît effectivement dans cette documentation-là. Les frères de son père sont aussi deux personnages. Alors, dans la documentation présentée par Alphonse d'Ornano, il présente ces deux personnages, et il se trouve que nous les avons aussi dans la documentation italienne, ce qui nous permet de rétablir un petit peu les choses. Nous avons donc deux personnages, deux militaires, l'un qui a été au service de Gênes et qui apparaît dans l'affaire de 1507, au moment de la révolution que connaît Gênes, et notamment de l'opposition aux Français. Donc on a effectivement à ce moment-là l'oncle de Sampiero, Giacomo, qui se trouve donc à Gênes et qui apparaît à la tête d'une grosse troupe. Voilà, ça c'est le premier personnage. L'autre personnage, c'est Tristan, c'est son autre oncle. Et Tristan donc est un personnage qui, lui, Tristan de Bastelica, qui se trouve à Florence et qui se trouve être militaire, vraisemblablement dans l'environnement de celui qui sera le maître de Sampiero par la suite, c'est-à-dire Jean des Bandes Noires, Jean de Médicis, Giovanni de Medici, celui qu'on voit dans le fameux film Le Métier des Armes. Donc voilà, si vous voulez, la configuration. Donc ça n'est pas quelqu'un, ça n'est pas un porcher ou un berger comme certains l'ont imaginé à partir de la lecture du texte de Tchécaldi. Mais il n'est pas de noble extraction. Et donc il va falloir d'une certaine façon que le maréchal d'Ornane rame pour remettre un petit peu les choses dans l'état, d'où vraisemblablement aussi le fait que sur un certain nombre de documents un peu plus douteux, il soit donné comme Sampiero d'Ornane. On lui donne le nom de sa femme, comme si on pouvait passer de l'un à l'autre, alors qu'il est Sampiero de Bastelica depuis le début. Donc il ne peut pas être d'Ornano, c'est pas faisable. Il n'y a pas de seigneur d'Ornano installé à Bastelica. On sait où ils sont pas installés du tout. Non, c'est pas dans la même région. On n'est pas dans la même région. Voilà. Merci beaucoup Antoine-Marie, on se retrouve dès demain pour une autre émission, votre compagnie. À demain, merci, au revoir. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisa Dorazio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza.
Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie d'Antoine-Marie Graziane. Bonsoir. Alors je rappelle évidemment que depuis le début de la semaine, nous évoquons la figure de Sampiero Corse et que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.com. Alors évidemment, on parlait hier de la naissance de Sampiero Corse. On a vu une naissance finalement qui est dans une famille modeste, on peut le dire, modeste. Disons, oui, de paysans enrichis, voilà. De paysans enrichis qui vivent. Alors visiblement, il y a un problème avec les maisons. Il y a un gros problème parce que au XIXe siècle, on a mis une plaque sur une maison de Dominicace où qu'on dit être la maison de Sampiero, etc. Je vous renvoie au texte. Les textes sont très clairs là-dessus. On a un texte qui est fait par le commissaire génois qui monte à Bastelica au moment des événements de la guerre contre des Franco-Turcs et qui dit qu'il a ruiné la maison de Sampiero. Vraisemblablement, oui, il ne doit pas rester grand-chose. Donc il ne doit pas rester grand-chose. Et si elle a été rebâtie, etc., il ne s'agit pas totalement de la maison de Sampiero. D'autres textes le donnent comme né dans une tour, etc., qui est décrite par Fumaroli au XXe siècle, dont il ne doit pas rester grand-chose non plus. Alors, on l'a vu, donc il naît. C'est dans une famille nombreuse, dans une famille. Vraisemblablement, 2 garçons, 2 filles. 2 garçons, lui et son frère, qui apparaît dans 2-3 documents que nous possédons, notamment dans le domaine français, c'est-à-dire dans les documents présentés par Alphonse d'Ornano en 1595, où il parle de son oncle Philippe, qui a servi notamment lors du siège de Calais. Très bien, donc c'était une première bien que Sampiero lui-même ne parle jamais de son frère. Ça l'atteste en tout cas son existence. Ça atteste sur son existence. Et puis, 2 sœurs. Et là, on voit effectivement qu'on n'est pas totalement dans le bas de l'échelle sociale, parce que les 2 sœurs épousent en fait ce qu'on appellerait des gentilshommes. L'un, c'est un Tavere, donc de la famille des Tavere de Tavere, et l'autre, c'est Orsatone de Chamanach. La famille de Chamanach étant une famille qui est, disons, une famille montante, assez intéressante qu'on rencontrera notamment autour de l'épisode de Renusto della Rocca 2 décennies plus tard. Donc, Orsatone de Chamanach est un personnage sur lequel nous avons quand même relativement pas mal de documents qui montrent qu'en fait on est effectivement plutôt dans la catégorie un peu haute, plutôt que effectivement la représentation donc du berger ou alors c'est sur cette présentation, d'ailleurs, un élément assez clair, c'est que c'est un classique. Bien sûr, très souvent, on fait avec du noble, on fait du noble, mais lorsqu'on n'est pas sûr de la noblesse, on a tendance à tirer vers le bas, de telle façon à expliquer qu'il est monté très haut alors qu'il était parti de très bas. L'exemple qui est très souvent donné au XVIe siècle, c'est celui du cardinal Wolsey, qui est présenté comme venant effectivement d'extrêmement basse extraction et monté effectivement au fait du pouvoir puisqu'il est cardinal. Donc voilà, c'est un peu, si vous voulez, il faut qu'il y ait aussi pour tout un chacun la possibilité de sortir de sa catégorie sociale et de pouvoir s'élever. Il faut un ascenseur social. Alors justement, comment se déroule sa petite enfance ? On voit, ce n'est pas une petite enfance misérable, c'est une petite enfance finalement d'enfants de gros paysans avec une certaine éducation. Voilà, et puis il part vraisemblablement comme garçon, et c'est la forme classique, si vous voulez, des militaires. On parle vers l'âge de 12-13 ans. En général, en direction donc d'un endroit où on a du soutien. Là, il est évident que le soutien le plus simple et le plus court c'est pour son lui, oncle. c'est son oncle à Florence. Ça peut être aussi, d'ailleurs, son oncle peut se promener d'ailleurs entre Florence et Rome, parce que à cette époque-là, il y a beaucoup effectivement de changements qui s'effectuent et très souvent on peut fonctionner entre les deux. Mon ami Michel Verger-Franceschi, dans l'ouvrage que nous avons coécrit sur Sampiero, me faisait remarquer vraisemblablement le choc
culturelle, le passage entre Bastelica, c'est-à-dire un gros bourg constitué par toute une série de hameaux importants et bien déterminés, à se retrouver dans deux des capitales de la chrétienté que sont la Florence des Médicis et la Rome des papes. C'est quand même vraisemblablement quelque chose d'assez impressionnant et qui doit rappeler un petit peu Napoléon, vous savez, dans le célèbre épisode lorsqu'il se retrouve avec son père et qu'il dit pratiquement, c'est un peu comme le personnage de Pagnol qui raconte que il y a 2 ou 3 cannes-bières, c'est pas possible. Voilà, à Paris, il y a 2 ou 3 cannes-bières, c'est infaisable. Voilà, parce que bon. Donc il y a cette image-là. Il y a un passage ou Paoli à Naples. Oui, voilà, il y a aussi cette perspective. Voilà, donc toujours avoir cette perspective. On a des gens qui, d'un seul coup, se trouvent transportés d'un espace qui est un espace rural et insulaire à un espace qui est un espace urbain et vraiment dans tous les cas, que ce soit en tout cas ceux de Sampiero et de Paoli, des endroits qui sont pratiquement des capitales de l'Europe du temps. Merci beaucoup Antoine-Marie, on se donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain, merci, au revoir. Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisa Dorazio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine. On recommence. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine consacrée à Sampiero Corse en présence d'Antoine-Marie Graziani. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que toutes les émissions que nous avons réalisées depuis le début de la semaine sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Nous nous étions arrêtés hier finalement à l'arrivée de Sampiero sur le sol italien. Alors oui, il arrive sur le sol italien et il a effectivement des soutiens. Le soutien, alors on peut imaginer effectivement le soutien de son ou de ses oncles d'ailleurs. On ne sait pas exactement quelle a été quel est celui qui a pris sous son aile. Voilà, la continuité. Il a 12-13 ans et il va progressivement devenir le principe est toujours le même. On passe de page, voilà, et puis on grimpe progressivement les marches. Alors, il n'a pas la chance qu'aura son fils de se retrouver à proximité d'un futur roi, mais il est bien placé vraisemblablement dans l'environnement donc de son oncle, auprès d'un personnage de légende qui est Giovanni da Medici, Jean de Médicis ou Jean des bandes noires, comme on l'appellera après son décès à l'âge de 28 ans, qui est une espèce de... Oui, c'est un personnage particulier. Hein. Ah, c'est un personnage stupéfiant. Jean des bandes noires est un personnage stupéfiant. C'est un personnage qui a eu un impact considérable. Il faut se souvenir que dans la correspondance de Machiavel revient sur le personnage à un moment donné. Il en fait un des personnages qui peut-être peuvent amener à la libération de l'Italie des barbares, pour reprendre la phraséologie du pape Jules II parlant des Français. Les barbares qui sont venus en Italie, il faut les repousser. Et Machiavel se pose la question si finalement ça n'est pas ce personnage assez exceptionnel qui peut réaliser cela. Alors, pratiquement le même âge que Sampiero, il est né en 1498, pratiquement le même âge que Sampiero. Évidemment, pas né dans les mêmes conditions. Oui, il s'agit d'un personnage d'un Médicis. Et puis, c'est quelqu'un qui rencontre la guerre très tôt et qui va avoir, avec ses hommes, véritablement à jouer une carte qui est une carte assez troublante, parce que c'est bien gentil ce que dit Machiavel sur la possibilité de le voir, etc. Mais
c'est surtout un mercenaire. C'est quelqu'un qui a été qui a travaillé pour pratiquement tout le monde. Et lorsqu'on m'explique que Sampiero a été au service des Français, oui, mais il a été au service de tout le monde, du pape, de l'empereur, etc., avant de finir par s'installer véritablement dans l'orbite française. Donc c'est ça le personnage de Giovanni da Medici. C'est un personnage très controversé, très controversé. C'est un personnage assez... et puis, en même temps, c'est un personnage très riche parce que on le rencontre dans pratiquement tous les combats de cette partie de la guerre des guerres d'Italie. Alors, est-ce qu'il est vrai que Sampiero, finalement, attire l'œil de Jean des Bandes Noires, qu'il a sa complicité, qu'il a son amitié, ou est-ce que ça fait partie aussi de la légende ? Je pense qu'en grande partie, c'est une légende. Cela étant, il a le même âge que lui. Il peut avoir été un compagnon de Jean de Médicis, comme un certain nombre d'autres. Jean de Médicis, c'est un condottiere très particulier. C'est quelqu'un qui partage les femmes, les hommes d'ailleurs, puisque Jean de Médicis fonctionne avec les deux, les hommes et les femmes, qui sont beaucoup de prostituées. Il est là pour la ripaille, il est là pour le partage des gains qu'il va accumuler en tant que mercenaire. C'est un personnage à toute main, comme on pourrait dire, et c'est un personnage, véritablement, lorsqu'on dit Jean de Médicis, on a quasiment tout dit, parce que c'est vraiment représentatif de ces mercenaires et de troupes assez dures, voilà, pour ne pas dire mieux, avec lesquelles, effectivement, Sampiero va commencer à s'aguerrir. On le voit apparaître, Sampiero, on devine dans un certain nombre de combats. Et puis, à la veille de la bataille de Pavie, il est dans l'environnement. Alors, on va trouver d'autres Corses. C'est assez intéressant. C'est l'épisode de la capture de Moncada en 1524. Il est au contact avec des Corses dont on peut suivre dans les diari de Marino Sanudo leur carrière, comme Giocante de la Casabianca, le grand Giocante de la Casabianca, qui sera un des modèles, là aussi, de Sampiero, et qui va, lui, être au service des Vénitiens un temps, avant de devenir le patron de la place de Gênes. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui forment l'environnement de Sampiero, et jusqu'à la mort de Jean des Bandes Noires, Sampiero paraît avoir été engagé dans quasiment tous les combats. Alors, soit que Jean des Bandes Noires fonctionne avec l'empereur, soit que Jean des Bandes Noires fonctionne avec le roi de France, soit que notamment la bataille de la Bicoque, soit que Jean des Bandes Noires fonctionne avec le pape. Alors, en plus, les papes sont souvent des Médicis, deux reprises, pratiquement coup sur coup, Léon X et Clément VII, ce sont des Médicis, et donc, évidemment, qui vont avoir plutôt tendance à aller chercher à travailler avec les leurs. À travailler avec les leurs. Bon, donc, voilà, c'est ça, c'est une troupe d'élite, dont les connaissances sont recherchées par le savoir-faire est recherché par l'empereur, le roi ou le pape. Ça me paraît tout à fait évident. Mais au niveau de la formation, c'est certainement une des formations les plus évidentes. Et on va retrouver, ce qui est assez intéressant, d'autres personnages dans l'environnement de Sampiero qui eux aussi sont passés par les bandes noires. On le verra avec Giovanni de Turin, évidemment, et puis on le verra par exemple avec Sornacone de Bastelica. Ce sont des personnages qui, à un moment donné ou à un autre, ont été dans l'environnement ou au service de gens des bandes noires. Merci beaucoup Antoine-Marie, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci à vous. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza.